Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pour l'émission numéro 2, on parle d'environnement et de santé. Bienvenue à Studio Libre. Au printemps dernier, j'ai été marqué par une phrase qui était dans une publicité du gouvernement du Québec sur l'environnement qui disait avec une voix un peu rauque « Si ça se mange, ça se composte! » Eh bien, oui. On a parlé du compostage, on parle beaucoup d'environnement, les règles de tri qui viennent de changer. Mais ça commence tôt. Il faut commencer à éduquer les jeunes sur l'environnement. Et ma prochaine invitée, eh bien, elle le fait par le truchement d'un programme, le programme d'école éco-citoyenne. Maya Lemelin-Gutiérrez est avec nous. Bonjour. Bonjour. Ben, merci d'être là. Et pour parler de ce beau programme-là, qui, dans ma tête, ça faisait 5, 6, 7 ans que c'est là. Bon, c'est depuis 2013. Ouais. Et on a commencé jeune. Et là, on voit probablement les plus jeunes sortir du secondaire avec toutes ces informations-là au niveau de l'environnement. Ça doit être quand même beau de voir ça que la petite graine qu'on a semée a grandi. Oui, bien sûr. Le programme d'école éco-citoyenne qui est à Gatineau et dans l'Outaouais depuis 2013, il a beaucoup évolué à travers les années. Donc, en 2013, c'était comme un projet pilote, puis on l'a vraiment mis en place dans les écoles primaires et secondaires de la région. Et en ce moment, on l'offre seulement à Gatineau. Puis c'est un programme qui est 100% gratuit pour les jeunes. Ben, c'est ça qui est intéressant. C'est 100% gratuit. Et bon, les écoles ont à s'inscrire. Et donc, comment ils peuvent s'inscrire? J'imagine que c'est assez facile aujourd'hui. Oui, bien sûr. À travers le site web d'Enviroéducation, donc enviroéducation.org, il y a une section pour école éco-citoyenne et puis il y a le formulaire d'intérêt, puis aussi plus d'informations sur les différentes thématiques, ce qu'on faisait dans les écoles, ce qu'on offre. Notamment, cette année, on fait 4 thématiques, donc la gestion des matières résiduelles, on a une section pour la biodiversité, la protection des eaux, puis les changements climatiques. Donc, c'est 4 thématiques qui sont offertes pendant l'année. Puis les enseignants, ils peuvent s'inscrire selon leurs besoins, leurs intérêts. Puis, c'est ça, il y a une banque d'heures de 10 animations par école. Et ces services-là, justement, les écoles, souvent, vont l'implanter par eux-mêmes. Mais d'avoir une structure, j'imagine que c'est beaucoup plus rassurant pour les directions. Et on a une orientation qu'on peut dire aux jeunes. Regardez, on fait ça pour ça. Puis regardez, eux ont le programme et nous l'offrent. Donc, on va embarquer là-dedans. Oui, bien sûr. Puis ça va aussi avec les initiatives des enseignants, avec les intérêts aussi. On cherche à avoir des enseignants qui sont motivés. Puis quand il y a un responsable par école qui prend l'initiative d'inscrire l'école, ça facilite beaucoup notre travail aussi, qui ait déjà des initiatives vertes dans leur école ou pas. On fonctionne avec les intérêts de chaque école, chaque enseignant. Et puis, on a aussi une banque d'heures pour le personnel enseignant et puis possiblement pour les parents qui sont impliqués dans l'école pour faire du service conseil, des demandes de financement de projets verts, commencer ou améliorer un comité vert, plusieurs choses comme ça. Quand on commence un programme comme ça il y a une douzaine d'années, j'imagine que c'est plus difficile à convaincre les écoles d'embarquer qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'imagine que vous allez avoir votre, comme on dit en anglais, un fan base, que c'est pratiquement du copier-coller, les gens embarquent d'année en année. J'imagine que vous êtes rendu à un point où les écoles vous disent « Oui, pas de problème, c'est quoi le programme cette année? » En fait, on a différents défis par rapport aux années précédentes, notamment avec la pandémie. Il y a eu comme une transformation de l'implication dans les écoles par les enseignants, les jeunes aussi. Fait que les priorités ont été comme mis ailleurs un petit peu. Fait que ça, c'est notre premier défi. Puis aussi, après, avec les grèves des enseignants, ils ont eu à mettre leur énergie ailleurs. Donc, les réalités sont vraiment pas pareilles, mettons, il y a 12 ans versus aujourd'hui. On a eu beaucoup de gains dans les écoles, mais maintenant, vu que les enseignants sont très chargés aussi, c'est un petit peu plus difficile d'avoir accès à justement un contact avec eux. Et quand vous arrivez avec les nouvelles écoles, j'imagine que avec une école qui est déjà participante depuis quelques années, c'est un petit update, mais quand une nouvelle école s'inscrit, là, il faut vraiment mettre un peu plus de temps.
En fait, même avec les écoles dans lesquelles on était déjà impliqués, il y a toujours du progrès à faire, il y a toujours des améliorations. Puis, avec les cohortes qui changent, les enseignants qui changent, c'est toujours à refaire. Donc, notre but, c'est de pérenniser le programme puis de pérenniser les initiatives vertes. Mais c'est ça, c'est quand même toujours un processus continu. C'est pas parce qu'une école a déjà participé qu'elle est verte à 100% puis qu'il n'y a plus rien à faire par rapport à ça. Et quand une école s'implique, là, on a parlé de 4 volets. Est-ce qu'une école, quand elle s'implique, dit, ben moi, je peux juste faire ce volet-là, ou est-ce que quand elle s'implique, il faut qu'il fasse les 4 volets? Idéalement, ça serait les 4 volets, mais s'il y a plus d'intérêt, ils veulent plus d'animation par rapport à la biodiversité ou au changement climatique, mais bien sûr, on peut en faire plus dans cette école-là. Idéalement, la gestion des matières résiduelles, c'est une des principales qu'on offre, notamment Parce qu'il y en a beaucoup dans une école. Ben oui, c'est ça l'affaire. Avec des caractérisations dans les écoles, on évalue la quantité de déchets qui est produit, en fait, de matière résiduelle qui est produit chaque jour dans l'école. Puis on essaie de voir c'est quoi la quantité de matériel qui est mis à la poubelle, au compost et puis au recyclage. Puis on cherche à comprendre comment faire changer les habitudes des jeunes pour que le tri se fasse au bon endroit. Puis on a eu des cas dans les écoles où il y a eu à peu près 60% d'amélioration et même plus. Donc, on est passé de 20% à 87% de taux de détournement, donc de matières résiduelles qui auraient pu finir au dépotoir, qui ont été mis ailleurs, comme au recyclage, au compost, puis peut-être même à l'éco-centre. Donc, il y a vraiment des résultats concrets, puis c'est important de le faire dans les écoles. Donc, les autres, ça contribue beaucoup au programme parce que l'environnement, c'est très vaste. Puis c'est important de parler des différentes thématiques, mais la gestion des matières résiduelles dans les écoles, ça va avoir un impact dans leur quotidien aussi, à la maison et tout. Fait que ça, c'est la principale qu'on considère la plus importante et c'est ça qu'on met l'accent là-dessus. J'ai un volet qui m'intéresse un peu plus, c'est la gestion des eaux. Comment est-ce qu'on met en place? Parce que si on y pense, mettre plus de bacs à recyclage pour dire, ton papier va là, ou mettre plus de bacs à compost, ton compost va là, c'est simple. Mais comment est-ce qu'on va sur la gestion des eaux? En fait, on a plusieurs partenariats chez Enviroéducation avec notamment la BVD7 qui fait des nettoyages des berges dans la région. Puis on a aussi des formations avec les gardes rivières. On a participé à plusieurs formations avec eux. Donc, ce qu'on apprend avec eux, on le transpose dans la sensibilisation dans les écoles. Ça peut passer justement par des corvées de nettoyage, mais aussi à travers juste la sensibilisation à la pollution marine. Justement, on a comme plusieurs demandes de faire de la sensibilisation ailleurs, pas dans les écoles, mais parce que les gens sont pas sensibilisés à ramasser leurs déchets proches des berges ou dans leur bateau, ils font juste ramasser leurs déchets par-dessus bord. Oui, la rivière des Outaouais en est témoin souvent. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça, on fait de la sensibilisation pratique, mais aussi comme en amont de leur relation avec les eaux à l'extérieur de l'école aussi. Oui. On le voit, c'est important de travailler en amont. Travailler avec les jeunes. Est-ce que vous avez des feedbacks de jeunes qui disent, regarde, moi j'ai appris ça à l'école, je l'ai transposé chez moi et maintenant, mes parents, même mes grands-parents font des actions pour l'environnement. Est-ce que vous avez ce genre de retour-là? Oui, bien sûr. Surtout dans les écoles primaires, admettons, on a fait beaucoup de sensibilisation pour des boîtes à lunch vertes. Ah oui? Donc, ça passe par les jeunes, mais c'est aussi à travers les achats que les parents y font. Donc, on envoie des communications aux parents pour faire de la sensibilisation par rapport à ça. On a aussi fait auparavant de la sensibilisation au transport actif. Donc, ça aussi, ça a un impact sur les parents, puis possiblement sur les grands-parents par rapport au mouvement écolo. Donc, on donne des petits trucs sur comment avoir une boîte à lunch plus verte, moins de déchets, comment manger en saison, des trucs comme ça. Puis, c'est ça n'a pas juste un impact dans la vie des jeunes à l'école, mais aussi plus globalement, parce que les jeunes, ils rapportent tout ce qu'on leur apprend dans les écoles, à la maison, puis je pense que ça a vraiment un impact concret sur les familles. Même si c'est pas direct,
Ben, souvent, on parle de petites idées qui germent et compagnie. Parfois, dans la tête des plus vieux, notamment des parents et des grands-parents, qui n'ont pas été habitués à ça. Moi, je pense que, bon, j'ai dans la quarantaine, je suis pas mal dans les premières générations qui ont été conscientisés à hey, l'environnement, ben si on scrape la planète, ben on n'en aura plus. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de sensibilisation. Les jeunes sont hyper sensibilisés, même parfois on dit même qu'ils sont devenus éco-anxieux. Comment est-ce qu'on fait pour conscientiser sans créer d'éco-anxiété, justement? C'est une très bonne question, justement. On a une formation qui va s'offrir prochainement au personnel enseignant, mais aussi aux parents dans les bibliothèques sur l'éco-anxiété, sur comment reconnaître l'éco-anxiété et puis trouver des méthodes pour essayer de réduire cette charge-là sur les jeunes parce que ça peut peser lourd d'avoir la conscience environnementale. Oui. Mais notre but dans les écoles, c'est vraiment pas d'aller créer de l'anxiété chez les jeunes, c'est plus de leur apprendre comment avoir un esprit critique par rapport à ce qu'ils entendent, surtout récemment sur les réseaux sociaux, oui. C'est dans les médias aussi, savoir comment analyser leur propre... en fait, se faire une propre opinion par rapport à la situation, puis voir comment eux, ils peuvent avoir un impact concret sur le quotidien vert. Puis c'est ça, c'est vraiment pas de culpabiliser notre but, c'est vraiment pas de faire en sorte qu'ils se sentent impuissants, mais c'est plus de voir c'est quoi leur rôle dans leur environnement, dans leur quotidien, justement par rapport à la citoyenneté. Qui deviennent éco-citoyens. C'est ça notre but. Environ Éducation célèbre ses 20 ans cette année. Oh wow! Donc, cet automne, on célèbre avec les Vertuoses, qui est un concours d'initiatives vertes dans l'Outaouais, qui s'agit d'entreprises qui ont des éléments à fêter, que ce soit des initiatives personnelles, familiales. On a vraiment une belle offre pour... les Vertuoses, qui est un événement pour célébrer notre 20e puis célébrer les initiatives vertes dans l'Outaouais. Je disais que ça faisait bien longtemps que vous étiez là, 20 ans déjà. Vous avez vu changer les mentalités. Comme on dit, c'est peut-être pas aussi rapide que certains espéraient, mais bon, vous êtes là et vous êtes là pour rester. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Maya Lemley-Gutiérrez. Et donc, on va mettre tous les détails en dessous pour que les gens puissent aller voir votre site web et les écoles qui veulent participer. Merci. Merci. À 20 ans, quand on nous souhaite la santé, on se dit « Bon, j'ai du temps ». À 40, quand on nous souhaite la santé, je peux vous dire personnellement, oui, je me la souhaite la santé. Et en voyant les soins de santé qu'on a au Québec, mais notamment en Outaouais, on se la souhaite la santé, effectivement. Mon prochain invité en sait quelque chose. Porte-parole de SOS Outaouais, Jean Pigeon est avec nous. Bonjour. Bonjour. J'étais ironique dans ma présentation, mais force est de constater que dans les dernières années, le rattrapage qu'on souhaite, ça ne s'est pas nécessairement matérialisé là, comme on voulait. Non seulement que ça ne s'est pas matérialisé, mais on peut penser, puis on peut voir avec preuve à l'appui, avec les chiffres de l'Observatoire de développement, que ça s'est aggravé parce que les premières données suite à la reconnaissance aussi à l'Assemblée nationale, là, le fameux 30 octobre, il y a déjà presque 6 ans, quand à l'unanimité, les députés se sont levés, dont le premier ministre, le ministre responsable de la région aussi. Dans le fond, c'est Mathieu Lacombe qui avait lui-même déposé la motion de reconnaissance. Oui. À ce moment-là, on faisait face à un déficit de 191 millions. Aujourd'hui, c'est près de 350 millions. Donc, pratiquement le double. Presque le double. Et on semble... Suite aux événements, là, puis à la visite, parce qu'il y a quand même eu le caucus de la CAQ en Outaouais ce week-end dernier, on semble pas du tout sur les mêmes tangentes que ce qu'on avait eu droit en campagne électorale en nous disant qu'on allait enrayer le déficit. C'est les engagements qu'on avait pris. Le premier ministre nous avait dit qu'en Outaouais, on paye les mêmes impôts qu'ailleurs au Québec. Ce qui est effectivement vrai. Oui, puis on avait le droit aux mêmes services. Ça, c'était des promesses de campagne, des paroles de campagne électorale. On a porté, comme le restant du Québec, ce parti de façon majoritaire au pouvoir. Mais là, on a eu le droit à un...
François Legault qui nous dit le problème, là, c'est chez vous. Là. C'est vos infirmières qui ne s'entendent pas, c'est vos médecins qui ne s'entendent pas, c'est vos dirigeants qui. Puis on va mettre Santé Québec là-dedans là, pour venir faire du ménage. Donc, la fameuse recette de toujours jeter le blâme sur les autres, je pense qu'on n'y croit plus. On voit très bien que sans les ressources nécessaires, donc les 350 millions qu'on n'a pas pour avoir la parité, soit dit en passant, on n'y arrivera pas. Puis ce qui est quand même ironique, là, je tiens à le mentionner, François Legault a dit en ondes lors d'une entrevue vendredi dernier que selon lui, l'Outaouais devait recevoir plus que le restant du Québec en santé parce qu'on est justement à côté d'Ottawa. Donc, il y a une grande contradiction dans tout ça. C'est à ne rien comprendre là, au niveau de la situation actuelle. Quand on voit ça de la part d'un premier ministre qui, un dit blanc, l'autre dit noir, dans 2 entrevues, est-ce qu'on peut se demander à quel point on est écouté ici en Outaouais? Je pense que vous mettez le doigt justement sur la bonne question. Est-ce qu'on est écouté? Est-ce qu'on est entendu? Nous, SOS, on est à l'écoute de la population, puis de façon symbolique, on a demandé, notre démarche à la coalition a été toute simple. On n'a pas demandé aux gens de manifester dans la rue, on n'a pas demandé aux gens de embarquer dans les autobus pour aller manifester à Québec. Là. La démarche qu'on avait demandé aux gens de prendre quand on a créé tout ça en juin 2024, c'est qu'on a demandé aux gens de nous prêter leur voix. S'ils étaient d'accord avec notre plaidoyer, qui était tout simple, là, c'est-à-dire qu'il y a un déficit structurel qui doit être éliminé, et on doit aussi avoir des mesures pérennes et permanente pour retenir la main-d'œuvre chez nous. On est encore à l'aube de voir des médecins partir. Enfin, il y a des médecins qui ont déjà quitté la région. Et il y en a d'autres qui ont menacé. Là. Je voyais ça passer dans les médias récemment. Oui, puis une grande majorité des médecins disent qu'ils vont quitter la région. Là. Donc, nous, sur ces 2 enjeux-là, on a demandé à la population de nous prêter leur voix, puis on milite dans ce sens-là. Et on a rencontré aussi, on a eu beaucoup de rencontres politiques. On a rencontré la CAQ, on a rencontré tous les partis politiques. Puis on sait que les autres partis veulent régler, mais on doit avoir des engagements, on doit avoir des plans fermes, puisqu'on n'a pas avec le gouvernement en place. C'est justement un plan de rattrapage, puis un plan qui nous permettrait de pouvoir régler la situation une fois pour tout. Donc, ça revient à une chose, puis une chose simplement, c'est qu'on ne voit aucune volonté puis courage politique du parti au pouvoir face à l'Outaouais pour corriger l'écart qui est là. Quand on parle d'un nouvel hôpital, j'ai fait une entrevue avec M. Lacombe il y a quelques années de ça, si je ne me trompe pas, ici même à ce micro. Et puis, je lui avais dit à la fin, on va s'en reparler encore dans 15 ans. Parce que c'est un peu ce que ça donne comme impression. Et même si on construit le fameux hôpital, le building lui-même, est-ce qu'on va avoir assez de monde pour le faire rouler? Parce que c'est bien beau avoir un beau building tout neuf, des belles machines, mais s'il n'y a personne pour le faire rouler, on ne peut pas s'en servir. Donc, on se retrouve avec encore là un déficit, si on voit des déficits de personnel qui est criant présentement, même à l'heure actuelle. Oui. Il y a en effet un déficit actuel. On est la région du Québec, à titre d'exemple, qui a le moins d'infirmières par capita. Là. On calcule ça au niveau du gouvernement par 1000 habitants. On a pratiquement 4 infirmières par 1000 habitants. Quand on se compare à des régions, par exemple, comme la l'Abitibi ou la Côte-Nord, qu'on pourrait penser qu'ils sont dans des situations pires que nous. Non, ils ont pratiquement le double d'infirmières par 1000 habitants. Donc, c'est quand même très préoccupant. On a des centaines de milliers de personnes qui sont en attente d'un médecin de famille. J'en fais partie, comme plusieurs de notre région, qui n'ont pas de médecin de famille. Pour en venir au nouvel hôpital, la coalition n'a jamais été contre le nouvel hôpital, puis on s'en réjouit d'avoir une infrastructure moderne puis performante. Puis je pense que l'Outaouais au complet s'en réjouit aussi. Oui, les délais sont longs. Par contre, on n'est pas dupe à penser que c'est la solution. Ce n'est pas la solution à créer de l'accessibilité puis à financer notre système de santé. Parce que le nouvel hôpital, on le sait depuis le départ, c'est un peu comme la 50, on prend le comparable, ça va prendre du temps avant qu'elle soit présente. On ose y croire, puis on ose penser que malgré toutes les controverses qui peuvent entourer des projets aussi importants, ça va voir le jour. Mais c'est là où nos discussions de la coalition avec M. Lacombe n'ont pas porté fruit, parce que pour lui, ce qu'il voudrait que la coalition dise, c'est que le nouvel hôpital règle tous nos problèmes. Et c'est là où on n'est pas d'accord, c'est là où nos discussions ont avorté.
Ce qu'on a mentionné à notre ministre responsable, c'est qu'on doit régler le problème de fond, c'est le financement. Et ça ne doit pas attendre des dizaines d'années avant qu'un nouvel hôpital soit là. Puis justement, on doit s'attaquer à la main-d'œuvre. C'est la deuxième dimension de notre plaidoyer. Quand on refuse présentement, on peut penser juste au cégep de l'Outaouais qui doit refuser des cohortes là, dans ces cohortes, des étudiantes qui voudraient venir étudier en soins infirmiers, mais il n'y a plus de place pour étudier. Quand on a besoin d'autant d'étudiants, quelque chose qui ne fonctionne pas. Là. Donc, on peut pas, puis c'est pas moi qui le dis, là, c'est M. Brabant, là, le DG du cégep de l'Outaouais qui le mentionne, qu'on doit refuser dans des programmes des gens qui voudraient pouvoir être formés pour être infirmières, mais on n'a pas la capacité de les former ici chez nous. Donc, il y a un problème majeur au niveau de la main-d'œuvre. Il y a un exode qui continue puis qui perdure au niveau de notre main-d'œuvre vers l'Ontario. On a présentement les médecins qui menacent de quitter avec le fameux projet de loi 16. On en faisait référence et je pense que 76% des répondants d'un sondage là, de la région qui ont dit qu'ils réfléchissaient sérieusement à quitter la région. Puis, je revenais à ce que vous disiez tantôt. Est-ce qu'on est entendu? Est-ce qu'on est... moi, je pense qu'on sent très loin de Québec puis on ne se sent pas compris par Québec. Je pense que c'est vraiment ça la problématique. Je pense qu'on ne réalise pas à quel point l'Ontario est à un jet de pierre. Puis pour un médecin ou une infirmière, un technologue en imagerie médicale, peu importe la profession. Exactement. Pas compliqué. C'est pas compliqué. Puis on n'a pas besoin de déménager, on n'a pas besoin de changer de quartier. Les enfants peuvent rester à la même école, peu importe. C'est facile. Puis quand j'entends M. Legault dire encore, il l'a dit récemment, voyons, pensez-vous que des médecins qui gagnent un salaire de X milliers de dollars par année vont arrêter de... Oui, c'est ça. Oui. Puis on dirait qu'il ne comprend pas qu'un médecin peut aller obtenir sa licence travailler en Ontario demain matin. Même ailleurs dans le monde. Puis ailleurs dans le monde. Donc c'est pas parce qu'on met des bâtons dans les roues. Puis je trouve ça triste parce que j'essaie de le mentionner souvent aussi parce que je veux être le porte-parole d'une voix qui représente la région. Il y a des gens qui souffrent là, en santé. Là. Il y a des gens qui attendent beaucoup trop longtemps. Encore récemment, il y a quelqu'un qui m'interpellait, qui est en attente, qui est préoccupé, qui ne peut pas travailler présentement. Il y a des difficultés financières qui sont rattachées à sa situation. Il y a aussi le personnel qui nous parle. Puis je comprends que notre premier ministre n'aime peut-être pas les syndicats, là, mais à quelque part, les syndicats rapportent, puis nous, on rapporte un peu ce qu'on entend. Là, on n'a pas un discours pro-syndical. Là, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que nos syndicats s'expriment. Puis quand on entend, à titre d'exemple, le syndicat des médecins qui dit, écoutez, il y a un risque d'exode, on ne peut pas être indifférent. Là. Il y a des gens, en fait, il y en a déjà 33 médecins qui ont quitté la région. Là. C'est des vraies données, c'est pas des menaces, c'est vraiment ce qui se produit. Puis ça veut dire qu'il y a des milliers de personnes qui ont perdu leur médecin de famille puis qui se retrouvent maintenant sans médecin de famille. C'est ça la réalité de l'Outaouais. Puis ça serait le fun que le gouvernement en place, qui est quand même majoritaire, qui a le pouvoir d'agir, ait le courage puis la volonté politique d'agir. Et du côté de l'Ontario, parce qu'on parle souvent d'exode, là, puis les médecins qui quittent. Outre le salaire, qui je pense est un petit peu plus élevé, là, je ne sais pas à combien de pourcentage, mais à un moment donné, si on aime ce qu'on fait dans notre milieu, bon, on se dit, c'est changer 4,30 sous pour une pièce, donc on y va pas. Mais là, les médecins y vont, les infirmières y vont. Qu'est-ce qu'il y a de si attirant en Ontario qu'on n'a sensiblement pas ici? Ben, je pense que le système de l'Ontario est complètement différent du système du Québec au niveau, par exemple, de la gouvernance. Là, nous, on a Santé Québec maintenant qui est le seul et unique employeur. En Ontario, il y a encore une gouvernance par établissement. Là. Si on prend juste Ottawa, à titre d'exemple, ben, l'hôpital d'Ottawa, l'hôpital Montfort, c'est toutes des gouvernances, c'est toute une gestion différente. Donc, ils peuvent vraiment travailler à créer, puis ils sont même compétitifs entre eux, là, les hôpitaux. On sait que l'hôpital civique est en construction là, avec un nouveau pavillon. Donc, ils peuvent vraiment compétitionner entre eux, puis c'est une autre dynamique complète. Mais il reste qu'au Québec, on dirait qu'on n'a pas le souci de reconnaître le caractère particulier. Parce que vous savez, un hôpital est implanté dans une communauté. Si on prend l'exemple d'un hôpital, là, et cette communauté-là a des besoins particuliers. Mais quand on dit maintenant au Québec, Santé Québec là, dirige de tout pour tous les Québécois, il ne faut pas oublier qu'il y a des particularités propres à chaque région. C'est pas vrai qu'aux îles de la Madeleine, c'est la même situation que ça à Côte-Nord ou en Abitibi ou au Saguenay ou peu importe la région. Donc,
j'espère que Santé Québec, puis je ne suis pas anti-Santé Québec, là, mais je pense que Santé Québec a un travail colossal à faire, c'est celui de reconnaître. Mais si on revient aussi au sujet, parce que là, on parle de Santé Québec est cadré par une loi qui est la loi 15. Puis dans la loi 15, c'est quand même important de le mentionner qu'ils ont une responsabilité écrite noir sur blanc de répartir équitablement les ressources humaines et financières dans l'ensemble de la province. Et là-dessus, SOS travaille concrètement à voir est-ce qu'il n'y a pas un recours à la limite légale, juridique, parce que visiblement, avec les chiffres que l'Observatoire nous a donnés, du 350 millions qu'on ne reçoit pas, ben nous, on juge qu'ils ne respectent pas la loi, autant le ministère que Santé Québec. Donc, on travaille aussi en coulisses sur ce dossier-là. On ne l'a jamais caché. C'est pas des menaces là, de dire on va vous poursuivre, mais c'est un outil qu'on pourra possiblement utiliser au sein de SOS Outaouais pour que l'Outaouais aille sa juste part du gâteau. Et là, présentement, à l'heure où on se parle, les gens qui, n'ont pas de médecin de famille, ont de la difficulté à avoir accès à des soins et parce que c'est plus pratique, vont vers l'Ontario. On leur dit quoi, ces gens-là, à ceux qui sont sur les listes d'attente et à ceux qui n'ont pas accès à ces services-là? Ben, c'est un peu la question que, dans mon rôle de porte-parole, je pose au ministre responsable, au ministre de la Santé, au premier ministre du Québec. C'est ce qu'on tente de faire pour obtenir des réponses, puis on n'en a pas de réponse. C'est la triste réalité. Je comprends pas que quelque chose d'aussi simple que de dire on devrait avoir en Outaouais les mêmes moyens qu'ailleurs dans la province pour traiter les conditions de santé, les défis reliés à la santé d'une population, qu'on ne donne pas à armes égales les moyens de pouvoir offrir. Puis on se ramasse avec des problèmes d'accessibilité, on se ramasse avec des problèmes aussi de coupure de services. On peut penser aux blocs opératoires qui sont très souvent amputés de ressources pendant des périodes qui peuvent être des périodes estivales, de vacances, etc. On est très précaire dans certains titres d'emploi. L'imagerie médicale a fait souvent les manchettes à titre d'exemple. On parlait des infirmières, les médecins éventuellement. Oui, qu'est-ce qu'on dit à ces gens-là? J'en ai aucune idée comment on peut être rassurant, sauf de dire que ça suffit. Et moi, je suis toujours pensé, puis c'est les bases du mouvement de SOS Outaouais, que l'union fait la force. Donc, je pense qu'une population, on doit être unis, on doit être solidaire et on doit faire en sorte que cette voix de SOS Outaouais puisse résonner fort. Puis, moi, je pense sans prétention que ça doit devenir une indignation vraiment de notre région là, au niveau de la santé. Puis qu'on est à l'aube d'une campagne électorale. Là, en 2026, il y aura des élections. Bien, que ça devienne un enjeu important. Puis on jugera les candidatures, les propositions basées sur des réels plans de rattrapage en matière de santé, puis en matière de mesures aussi pour retenir nos travailleurs de la santé et nos travailleurs de la santé en Outaouais. Eh bien, j'espère justement que le message va se faire entendre, surtout pendant les périodes de campagne électorale. On a l'impression que le message est plus entendu. Mais je pense que vous avez encore du pain sur la planche pour bien des années pour réussir à rattraper ces argents-là. Merci beaucoup, Jean Pigeon. Puis, oui, je terminerai juste en disant on est très conscient de ça. Puis on a toujours dit que c'était pas un sprint, c'était un ultramarathon SOS Outaouais. Donc, on va continuer de militer avec toute l'énergie qu'on doit avoir pour être là tant aussi longtemps que le problème ne sera pas réglé. Jean Pigeon, porte-parole de SOS Outaouais. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cette émission numéro 2 de Studio Libre. J'aimerais remercier mes invités d'aujourd'hui. Tout d'abord, Jean Pigeon de SOS Outaouais et Maya Lemelin-Gutiérrez de Enviro Éducation. Je vous rappelle que nos émissions sont disponibles sur notre chaîne YouTube et nous avons également notre groupe de discussion Facebook TVC Basse-Lièvre officiel. Et moi, je vous dis à la prochaine pour un autre Studio Libre.